dong. Hello les marques, hello les smart, hello peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch-up, les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Friday Night SmackDown 1121e, qui se déroule donc, comme à l'accoutumée, au Saint-Pétersbourg, Florida, USA, au Thunderdome, Tropicana Field. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Christ, et pour m'accompagner dans cette folle review du monde merveilleux du show bleu, rien de tel que l'inarrêtable, que l'inusable, Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton. Ça faisait longtemps. Oh, ça fait un petit moment, une petite coupure pour mieux repartir de bon pied. Voilà, t'as rechargé les batteries. Exactement. Et puis alors rien de tel que rattaquer avec le show bleu qui quand même en ce moment est quand même largement au-dessus de Monday Night Raw. Je vous ai écouté religieusement sur ces 2 derniers épisodes du show rouge et ma foi, ça n'a fait que me renforcer dans ma désespération du show rouge ces dernières semaines. Ah oui, il s'enfonce à chaque fois un peu plus dans la médiocrité. Ah, c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant, hein, parce que même si j'ai pas participé aux dernières reviews, ça m'empêche pas de regarder le show. Et franchement, à Raw, on atteint des sommets de médiocrité là quand même. Hein. Ouais, bon, espérons qu'il se ressaisisse. Ouais. Alors, mes amis, peuple de catch-up, on va vous demander de faire un effort incroyable, puisqu'on va vous demander de bien rester jusqu'au bout de cette review, puisque à la fin, en petit bonus, vous aurez droit à nos pronos des anciens concernant le Takeover Vengeance Day qui se déroule dimanche soir. Donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, on attaque le SmackDown. Et ça commence avec le chef tribal, qui, comme j'ai presque envie de dire quasiment toutes les semaines dorénavant, c'est presque devenu un rituel, puisque c'est Roman Reigns qui va ouvrir le show, qui est accompagné du cousin de Jey Uso et de son avocat, de son conseiller, de tout un peu tout ce qu'il peut représenter, en l'occurrence Paul Heyman. Il se dirige vers le ring où il y a notre ami WWE Official, en l'occurrence Adam Pearce, qui les attend. Donc le chef tribal est bien urbain, hein, il demande à Adam Pearce de faire son annonce. Parce qu'il n'a pas envie tellement d'attendre, quoi, parce que finalement c'est lui qu'on attend, et parce que l'autorité à SmackDown, comme il le dit bien, eh ben, c'est lui. Il veut pas non plus attendre Edge, il dit qu'il l'a regardé dans les yeux la semaine dernière, hein, si je me trompe pas, et qu'il a vu de la peur dans les yeux de Edge. Il sait ce que Edge va faire et qu'il va lui cogner tellement fort dessus qu'il va le renvoyer définitivement à la retraite. Alors, est-ce que c'est une prédiction ou est-ce que c'est un spoiler ? On verra bien. En attendant, Adam Pearce, il peut enfin se lancer dans son annonce. Et comme il a fait lundi dernier avec Drew McIntyre, eh ben, il annonce que Roman Reigns va défendre l'Universal Heavyweight Championship dans l'Elimination Chamber. Donc, déjà, ça nous donne une première information. Cette année, il n'y aura pas d'Elimination Chamber féminin. Là-dessus, Paul Heyman va couper Adam Pearce et va lui dire que là, il y a un truc qui va pas, quoi, puisque Reigns, il a un contrat qui l'oblige à se présenter à chaque pay-per-view, certes, mais il n'a pas l'obligation de combattre face à 5 autres personnes dans une telle structure. Donc, Roman Reigns va direct, il refuse de participer au match, mais il dit qu'il est d'accord pour être là au pay-per-view, mais qu'il affrontera le vainqueur de ce Elimination Chamber qui donc se transforme en number one contender match dans la même soirée, ce qui veut nous dire quand même que le number one contender de la soirée de l'Elimination Chamber se sera tapé un match dans la chambre et après derrière va devoir se coltiner le chef tribal. Donc ça va être quand même assez compliqué, quoi. Alors bien sûr, Adam Pearce, il n'est pas très très satisfait par cette annonce de Heyman, mais Heyman en fait il est en mode provocateur, quoi. Il va lui demander s'il va virer Reigns pour l'empêcher de régner sur le show. Il lui rappelle l'absence de Reigns à WrestleMania 36 et il dit que c'est la raison pour laquelle c'est le show où il y a eu le moins de spectateurs. What ? C'est prouvé ça. Ouais, c'est pas encore très très prouvé cette affaire. Du coup, Adam Pearce, il va reprendre. Il va nous dire que l'Elimination aura bien lieu, mais qu'il s'agira du coup d'un match de qualification. Les lutteurs devront passer par une autre qualification dès ce soir, à l'exception, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, de Jey Uso et de Kevin Owens, qui sont donc d'office inclus dans l'Elimination Chamber de dimanche prochain, hein, mine de rien. Hein, ça va arriver vite, hein, c'est dans une semaine. De retour en coulisses, Adam Pearce va croiser Sonya Deville dans son impeccable 3 pièces.
Et c'est elle qui va lui proposer en fait de faire du prochain match une qualification tout simplement pour l'Elimination Chamber. Proposition que Pierce va accepter de bon cœur. Alors, mon papy, dans cet opener, il s'est passé plein de choses, plein d'infos. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que tu trouves logique que Roman s'exclue finalement de l'Elimination Chambers? Et puis finalement, j'ai envie de te dire, Roman Reigns, à travers tout ça, nous a confirmé que c'est lui le seul et l'unique patron du show bleu. Ah, c'est le patron, hein, Roman. Hein. Ça, on sait ce que c'est d'avoir un patron omnipotent, nous, à Catch-Up. Et donc, Roman, c'est pareil. Hein, c'est le grand chef, le grand Manitou, le grand singe. C'est le patron, Roman Reigns, qui est supérieur à tout. Et c'est pas plus mal, finalement, parce que moi, ça m'aurait peut-être un peu embêté d'avoir la redite avec les deux mêmes matchs. Elimination Chamber, alors bien sûr, c'est toujours des matchs spectaculaires, mais du coup, là, la petite subtilité de dire, bah non, finalement, ce sera pas un match pour le titre, un match pour le number one contender, bah, moi, ça me plaît plutôt bien. Ça rajoute un petit peu d'originalité au truc. Bon, ça rajoute la hit à Roman qui n'en avait pas besoin, mais bon, il prend toujours. Hein, lui, je pense, il se nourrit à ça désormais. Et puis voilà, quoi. Donc, ça s'annonce pas mal. Et puis, ça m'a pas choqué, par contre, qu'ils prennent Kevin Owens et Jey Uso d'office parce qu'ils justifient ça en disant, bah voilà, c'est les 2 gars qui, pour l'instant, sont les seuls à avoir mis, Roman Reigns dans ses limites, dans ses derniers retranchements. Donc, eux, bah, ils sont un petit peu, d'office parce que de toute façon, c'est des gars où on sait que contre Roman Reigns, ça fera le boulot, quoi. D'ailleurs, suspense, alors qu'est-ce que ça fera avec, Jey Uso, s'il gagne? Ce serait marrant de voir un peu s'il est coaché un peu avant, par, Roman. Ouais, effectivement, ouais, ça peut être bon, même si moi je t'avoue que j'ai peu d'espoir sur le fait que Jey Uso remporte cette Elimination Chamber. Il me semble quand même que là, il y a du lourd, mais on va en parler un peu plus tard. On va pas spoiler d'entrée notre review, Tout à fait. mais parce qu'il va se passer pas mal de choses dans ce SmackDown. Alors, juste pour compléter un peu ce que tu dis, moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ça plutôt pas mal que ça soit un number one contender match, finalement, cette Elimination Chamber pour SmackDown. Je trouve que le Roman est totalement dans ce rôle, justement. Bah, lui, il a l'avantage d'avoir un avocat avec lui à chaque apparition. Donc, il rappelle les termes du contrat. Puis voilà, lui, c'est vraiment elle patronne de SmackDown. Donc, il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut. Mon seul petit bémol, c'est quand même que je trouve que c'est le vainqueur de cette Elimination Chamber à SmackDown va partir avec quand même un sacré désavantage parce que ça veut dire qu'il va se retrouver dans le main event face à Roman, un Roman qui sera frais, qui sera en pleine forme, face à un mec qui sera quand même coltiné la chambre d'élimination face à 5 autres adversaires. Donc quand on sait un peu tout ce que ça demande d'efforts physiques, de concentration et d'intensité que l'Elimination Chamber, on a du mal à imaginer un Roman perdre son titre à la suite de ça, quoi. Ouais, Donc après ça fera moi je trouve que ça permettra d'avoir un super face, hein. Parce qu'on verra tout à l'heure les qualifiés, mais je me dis: «Bon, je vois pas un heel gagner moi, ça quoi qu'il arrive». Mais du coup, un face, faire ça puis affronter Roman Reigns, bah, peu importe celui qui sera choisi, il sera top niveau, quoi. ouais, ça c'est clair. Oui, c'est vrai que le face qui sortira vainqueur de cette chambre, clairement sera au top of the top à SmackDown. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, à SmackDown, c'est bien parce qu'il y a de la cohérence, puisque d'entrée, on enchaîne derrière avec un Elimination Chamber Qualifying Tag Team Match et qui va affronter la famille Mysterio, Dominique, Herrera, papa et fiston qui ensemble débarquent sur le ring. D'ailleurs, le Herrera, on sent qu'il est vraiment content de catcher avec le fiston puisqu'il ne peut s'empêcher de lui sauter sur les épaules pour Ouais, c'est rentrer marrant. dans le ring. Et ils vont affronter King Corbin et Sami Zayn qui font équipe pour le soir. Alors voilà, la stipulation du match est simple. Ceux qui sortiront vainqueurs de ce match seront qualifiés directement pour l'Elimination Chamber. Avec finalement 4 gars qu'on voit beaucoup en ce moment à SmackDown, quoi, hein, qui sont pas mal dans la hype. On va avoir pas un gros match, mais un match, j'ai envie de dire, dans les critères de SmackDown. C'est-à-dire on va avoir un match de 7 minutes 30 avec toutes les ficelles habituelles de nos amis Hill, en l'occurrence Corbin et Zayn. Les Mysterio vont pas donner leur part au chien. Hein. Rey va réussir même à placer un double 619 sur le King Corbin.
Il va mettre d'ailleurs, suite à ça, le roi du ring, il va mettre, comment dire, il va placer le King en dehors du ring. Et Dominic Mysterio, lui, va un peu s'affairer avec le Sami Zayn. Mais le Sami Zayn, il est chaud. Hein. Le Sami Zayn, il est toujours dans son affaire de complotisme, mais il donne pas sa part au chien dans le ring. Et il va profiter justement de toutes les interactions entre Rey Mysterio et King Corbin pour surprendre notre ami Dominic Mysterio en lui collant un enchaînement Exploder Suplex puis Helluva Kick. Et il va choper la victoire. King Corbin et Sami Zayn rejoignent donc Kevin Owens et Jey Uso dans l'Elimination Chambers. Voilà, on a nos 2 premiers qualifiés de la soirée, mon papy. Ouais, et 2 préqualifiés, moi je sais pas pour toi, moi franchement, j'avais aucune idée de qui allait passer en fait. Eh ben, Parce j'étais pas sûr non qu'effectivement, plus, ouais. le Sami est chaud, méga chaud bouillant, en ce moment, et je trouve que c'est une belle réussite de ces dernières semaines de SmackDown. Ce Sami Zayn, il a vraiment, avec son personnage, et puis il fait des matchs très solides. Donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant en ce moment à SmackDown, et en même temps je me disais: «Putain, si tu les 2 Mysterio ensemble dans la chambre et qu'ils sont obligés de se foutre dessus, Et ouais. ça peut faire quelque chose quoi», parce que ça fait un bout de temps quoi qu'on se dit, «Tiens, on va peut-être se croiser au Rumble, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être se croiser à l'Elimination Chamber, qu'est-ce qui va se passer?» Bah, pour l'instant ils se croisent pas, du coup je sais pas encore si c'est parce qu'ils sont amenés à rester longtemps en tag team, ou j'en sais Ah, trop ah. rien en fait. Mais en tout cas voilà, donc j'étais pas du tout sûr du résultat. Heu, j'étais mine de rien content finalement du résultat, parce que autant voir les Mysterio se croiser, ça serait juste pour, la storyline, serait intéressant, mais en fait, q de manière catchesque, je préfère encore voir, Zayn, même Corbin, dans une cage où je pense qu'ils vont faire du grabuge ces gars-là, donc je suis plutôt content de les voir se qualifier. Alors, je suis comme toi, moi aussi j'étais content en fait, de l'arrivée de ce match-là parce que justement, pour moi aussi il y avait de l'incertitude. Je me disais que c'était tout à fait possible de voir la famille Mysterio dans l'Elimination Chamber, ça aurait pas été déconnant, comme c'était pas déconnant de l'autre côté de voir un Sami Zayn en particulier qui est en pleine hype aussi en ce moment, en plein momentum, heel, mais qui est, vraiment à fond. Et donc du coup c'était sympa en fait d'avoir un match avec de l'incertitude. Après je vais juste rajouter que moi, surtout, ce que j'attends là, c'est de voir Ray et Dominique commencer à s'envoler dans la tag team division là, Oui. et aller venir mettre la pression aux Dirty Dogs et aller mettre la pression, à vrai dire, à l'ensemble de la tag team division du show bleu. Moi, je trouve ça super sympa d'avoir une team familiale comme ça. Et j'espère que ça va pas être trop de temps en temps, mais que vraiment on va les installer un peu en tag team. En plus, je pense que pour RS, c'est quand même confort ça de pouvoir être en tag team. Ça lui permet de faire un peu moins d'efforts. Parce que même s'il continue à se donner gravement dans le ring, hein, notre ami Luchador, hein, mais pour lui, je pense qu'à son âge, c'est bien d'avoir, et puis avec son fils, je veux dire, quel kiff, quoi, d'être en équipe avec son fils. Donc j'espère qu'on va aller voir, aller tâter un peu de la tag team picture, là, les 2 Mysterio. Moi, ça me ferait bien plaisir, quoi. Je suis d'accord avec toi. Franchement, exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est réglé, ils auront pas d'histoire solo, bah, autant les foutre en tag team». Il y a un truc qui se relance en plus côté tag team en ce moment, donc c'est le moment de les installer là-dedans, et comme tu dis, ça permet à Rey Mysterio d'aller un peu moins fort, et à Dominique de se roder, parce que mine de rien, Oui. bah, du coup, tu papa qui te guide un peu. Donc moi, je pense que c'est tout bénef, et il faut qu'ils s'installent en tag team et qu'ils aillent, jusque Mania en tag team, en fait. Au moins jusque-là pour avoir un petit moment sympa, quoi. Ah bah, ça serait super, hein, si on avait la famille Mysterio dans la carte de WrestleMania là, pour la Tag Team Division de SmackDown, moi je serais fort satisfait. Je vous le dis, les amis, quoi. En plus, Dominique est green, donc Dominique en solo, pour l'instant, à mon avis, c'est pas une bonne option. C'était bien pour le lancer dans le roster, le mettre dans les storylines, etc. Mais clairement, en tag team, moi je trouve que ça aurait de la gueule. Donc c'est bien, il faut que ça continue comme ça à SmackDown. On sent qu'ils sont lancés là-dessus. Et d'ailleurs, en backstage, on va retrouver alors Sonya Deville qui finalement est en train de devenir la general manager, hein, Ouais. co-general manager avec Adam Pearce finalement. Ils sont en train de taper la discute, ils sont rejoints par Dolph Ziggler et Robert Roode qui eux carrément demandent un match de qualification ce soir. C'est les champions tag team, mais eux ils veulent un match de qualification pour l'Elimination Chamber. C'est Sonya Deville qui va accepter et qui va leur révéler les adversaires. Et alors là, tenez-vous bien, peuple de catch-up, puisque les adversaires des Dirty Dogs, ça va être tout simplement Daniel Bryan et Cesaro.
Oui. Alors Cesaro, on en reparlera un peu après, papy, mais j'ai eu un espèce de doute. Je me suis dit, mais il est face, il est heel, il n'a plus ou moins été présenté comme heel. Et puis là, finalement, il est mis avec un top babyface, en l'occurrence Daniel Bryan. Bon, bah écoute, bon, allez, on signe, hein, ça nous va bien, quoi. On retourne sur le ring où on va avoir Big E qui va nous rappeler qu'il a battu Sami Zayn et Apollo Crews pour garder l'Intercontinental Championship lors de la semaine dernière. Il va être vite interrompu par Apollo Crews qui lui dit qu'il accepte l'Open Challenge ce soir, puisque Big E nous la joue Fighting Champion ces dernières semaines, en mettant en jeu son titre chaque semaine. Et dans cette Open Challenge, c'est donc bien Apollo Crews. Mais Big E lui dit qu'il a déjà eu sa chance, mais Crews il lui dit non, mais il n'y a pas moyen, moi je le veux ce match, etc. Big E il insiste, mais au moment où tout ça est en train de s'expliquer dans le ring, ils sont interrompus par Shinsuke Nakamura qui lui accepte bien l'Open Challenge et vient pour affronter le Big E. Alors, on va avoir un match, alors là, dans les critères courts de SmackDown, puisqu'on va avoir un match de 3 minutes 15 qui va vite partir en couille, parce que rester ringside, on a Apollo Crews qui va pas pouvoir s'empêcher autrement que d'attaquer Big E et qui va donc provoquer la disqualification. Big E va donc battre Shinsuke Nakamura par DQ. On nous a pas annoncé particulièrement pour l'Intercontinental Championship quelque chose sur la carte de l'Elimination Chamber, mais je pense qu'il se garde ça sous la semelle pour la semaine prochaine. Alors, papy, cette petite interaction de l'Intercontinental. Ouais, alors je sais pas si ça sera pour le pré-show de l'Elimination Chamber, parce que de toute façon, je crois qu'un Biggie Apollo Crews, j'ai du mal à le voir dans un show, une carte principale. Ou si ça sera au SmackDown juste avant le pay-per-view, comme ils ont l'habitude de faire. C'est Mais vrai. effectivement, on a longtemps pensé qu'il y aurait une triple frite avec Sami Zayn qui s'installait pour sa durée, mais comme celui-ci était promu dans la chaîne d'élimination, bah, du coup, effectivement, il se retrouve plus qu'à deux avec Apollo et Biggie. Alors, est-ce qu'il y aura Shinsuke Nakamura? Est-ce que c'est juste pour se servir de transition qu'il était là, ou est-ce que c'est lui qui prend la place de Sami Zayn? Je me pose aussi la question. Bon, en tout cas, ça, au niveau catch, est-ce que j'ai pas trop de crainte là-dessus, ça devrait être pas mal. Là, c'est vraiment le longue durée, je crois, qu'ils font avec Biggie, à essayer de lui trouver des challengers, des petites histoires pour l'installer en tant que champion assez crédible. Bon, c'est la low card, hein. Là, le titre intercontinental est assez bas en ce moment. J'attends de voir un vrai challenger à Biggie pour commencer à m'enflammer. Et puis voilà ce que ça donne. Mais ouais, juste parenthèse, Cesaro, la semaine dernière, il a serré la main de Bryan. Donc je pense qu'il était tranquillement en train de faire un face turn. Donc peut-être pour ça que cette semaine, ils se sont associés de nouveau. D'accord. Ouais, bah écoute, effectivement, c'était vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu expédié là, l'Intercontinental match, mais au final, c'était un peu dommage puisque c'est un Open Challenge, donc du coup, on s'attend quand même à un match peut-être un peu plus long, à une plus grosse résistance de la part de Nakamura, mais ça semblait clair de toute façon j'ai quasiment envie de dire dès les premières secondes du match que Apollo Crews il n'allait pas en rester là. Il était super vénère de ne pas avoir obtenu le match. On le voit d'ailleurs dès que Shinsuke Nakamura fait son entrée, quand il quitte le ring, Apollo Crews, il y a un gros plan sur lui et on voit qu'il est absolument pas satisfait du déroulement des opérations. Et voilà, et si peuple de catch-up, je sais que vous êtes des connaisseurs et je pense que tout le monde se doutait que de toute façon, le Apollo, il allait pas en rester là et qu'il allait intervenir d'une façon ou d'une autre. Bah, ça a pas loupé. Voilà, donc disqualification, victoire de Biggie. Là-dessus, on retourne aux opérations, et les opérations, bah, c'est des belles opérations puisqu'on a un retour, on a le retour du Messi, on a le retour de Seth Rollins, et alors là, spécial pour son retour, puisqu'il va y avoir tout le roster de SmackDown qui va être autour du ring pour l'accueillir. Il revient, il faut le noter, avec son ancien thème musical, avec son ancien thème song, le Burning Down. Seth Rollins est bien souriant, il semble vraiment content d'être de retour. Il nous explique que voilà, beaucoup de choses ont changé depuis son sacrifice au Survivor Series, et que désormais il est papa avec Becky Lynch, et que grâce à ça il a eu une nouvelle vision. Alors quand il voit toutes les superstars qui l'accueillent autour du ring, bah, il en est heureux. Il voit qu'il y a parmi eux il y a certains des meilleurs au monde, mais que bon, lui il est quand même toujours un peu un cran au-dessus d'eux, quoi, et que il se réclame même comme le nouveau leader de SmackDown, et qui va rendre le show encore plus grand que ce qu'il était et le pousser très 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 haut. Finalement, les superstars qui sont autour, bah, j'ai l'impression qu'elles se rendent compte qu'il n'a pas beaucoup changé depuis qu'il est parti. Euh,
Et ils s'en vont, tous les uns après les autres. Et il n'y en a qu'un qui reste. Et qui c'est qui reste? Eh ben, c'est notre ami Cesaro qui va. Voilà, sur le coup, on ne sait pas trop ce qu'il veut finalement, Cesaro. Quoi. Il est là, il est autour du ring, des mimiques face à Seth Rollins. Il n'en faut pas beaucoup plus pour que Seth Rollins il se décide de l'attaquer, mais il va être éloigné du Suisse par les officiels, pendant que Daniel Bryan va aller prendre des nouvelles de son équipier de fortune de la soirée. Donc, Papy, le retour du Messiah, ça t'a fait plaisir? Ouais, c'est sympa, c'est un moment sympa. Je pense qu'il alors c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'était à la fois il y avait un mix entre la vraie vie et l'histoire, en fait, en disant, qu'à la fois, je pense que ses collègues devaient être contents de le voir revenir, réellement et que du coup, c'était un petit moment sympa de les voir tous autour du ring et en train de l'applaudir. Je pense que pour le coup, je pense que les applaudissements n'étaient pas faux. En revanche, bah, derrière, il nous a fait le classique du: «Je reviens, je viens d'avoir un gamin, j'ai tout pour être face» et puis, bah, non, en fait, le reste m'a saloperie de heel et directement, je me lance dans un nouveau plan donc bah, le plan Cesaro, hein, qui semble se dégager. J'ai eu un petit doute quand j'ai vu Cesaro rester, j'ai dit: «Tiens, est-ce qu'il va tenter l'association ou je ne sais pas?» Non, non, bah, c'était le classique, c'était juste pour le distinguer des autres et vraiment mettre le zoom dessus en disant: «Voilà, ça sera lui la cible de Seth Rollins». J'ai eu une petite surprise quand même dans tout ce segment, c'est que voyant Seth Rollins revenir comme ça aussi haut, avec tout le roster pour l'accueillir, etc., je me suis dit, ah, le Seth, il va nous faire l'annonce que lui, il s'introduit automatiquement dans l'Elimination Chamber, tu vois. Sur le coup, je me suis dit, Ah mais c'était trop nombreux déjà. il va nous annoncer un truc comme ça. Mais ouais, mais parce qu'en même temps, dans ma tête, je faisais des calculs et tout. Et je me disais, merde, alors attends, entre les mecs, les matchs de qualification, il y a déjà Kevin Owens, il y a déjà Jey Uso. Là, du coup, il restait plus que 1 ou 2 tickets. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et puis bon, bah non, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et effectivement, il a l'air de se lancer sur un programme avec Cesaro. Mais on va voir par la suite que ça va s'avérer peut-être plus compliqué que ça. Allez, on retourne sur le ring où là, on va avoir droit à un match de la division féminine, puisqu'on va avoir Ding Dong, notre ami Bayley qui débarque et qui va affronter Liv Morgan, qui est accompagnée, comme à son habitude, de Ruby Riott. Alors, j'ai envie de dire encore un match dans les critères féminins, un match de 3 minutes 45, donc vraiment, ça va aller très vite. Il y a Billie Kay qui va faire son entrée d'ailleurs en fin de match, qui essaye de se faire pardonner auprès de Ruby Riott, parce que ça fait un moment qu'elle essaye un peu plus ou moins de se faire embaucher dans le Riott Squad. Voilà, elle va lui proposer son CV, etc. Mais Ruby Riott, elle n'a pas envie d'en entendre parler. Elle va balancer tous les CV de Billie Kay sur le ring. Ça va suffire pour déconcentrer l'arbitre. Il n'en faut pas grand-chose pour déconcentrer un arbitre à la WWE. Et évidemment, Bayley, en bonne heel qu'elle est, elle va profiter du moment pour aveugler Liv Morgan de ses mains et elle va réaliser son finisher pour la victoire. Victoire de Bayley. Sans surprise, mon papy? Ouais, sans surprise parce que clairement je pense que Bayley est en train de faire le tour du roster. Alors forcément elle peut pas battre tout le monde parce que, bah, c'est comme Bayley quoi, c'est une main eventeuse et donc, bah, il faut vérifier quelques victoires et je pense que, enfin, là franchement, la title picture est complètement bouchée pour elle, avec Bianca Belair qui a pris le Rumble et Sasha qui est championne. Donc, bah, là pour l'instant elle va traîner un peu autour de la division tag team. Je maintiens que je pense qu'elle va peut-être, s'associer avec Billie Kay pour faire une tag team parce que, bah, Billie Kay toute seule, j'y crois pas et Bayley, bah, elle s'ennuie pour l'instant donc quitte à affronter la Riott Squad, autant avoir une équipière. Mais bon, bon, par contre, j'ai trouvé, que ça faisait assez fou quand même, malheureusement le fait de rester avec Ruby Riott, ça n'améliore pas son catch elle, à un moment, elle pleurait et tout, je dis: «Merde, elle s'est vraiment fait mal cette conne», mais après quand j'ai vu Belling, mais bravo, bel acting, de Liv Ouais, Morgan à parce qu'elle fait défaut d'avoir du un, bon faut le catch. signaler, elle fait un super spot où elle saute. Effectivement, on a la sensation qu'elle se fait mal quand même sur le coup, quoi. D'ailleurs, elle s'est peut-être
fait vraiment mal, quoi, hein, parce que tout le temps des coups de bisounours. Hein, et voilà. Mais le match était tellement court que bon, dedans et c'est vrai que Bayley navigue un peu à vue l'instant. Elle a été, à mon avis, éliminée fort injustement du Royal Rumble. Et apparemment, bon, j'ai lu quelques reports qui Bah, disaient pas sur bien. cette affaire, quoi. Donc bon, écoute, on verra la suite pour Bayley. On fera juste un petit passage à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de Cesaro suite à Rollins. Bon, lui, le Suisse, c'est pas le Suisse cyborg pour rien. Hein. Il dit qu'il a, voilà, il a pas de temps à perdre avec Seth Rollins, qu'il va aller remporter le match avec Daniel Bryan pour se qualifier à l'Elimination Chamber. Daniel Bryan, il va acquiescer. Il va nous dire que Cesaro, c'est un dur et qu'il va vite s'en remettre. Et on verra par la suite qu'effectivement, il va s'en remettre très très vite. On enchaîne avec toujours du ring, puisqu'on enchaîne avec un tag team match qui va voir s'affronter les anciens champions de SmackDown, en l'occurrence les Street Profits, qui vont affronter l'Alpha Academy. Alors l'Alpha Academy, c'est composé de Chad Gable et de Otis. Voilà, donc ça y est, on nous a vraiment créé une vraie équipe là avec Otis et Chad Gable, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Pour moi, Otis est enfin à sa place dans le show bleu et c'est très bien comme ça. On va avoir un match assez rapide puisqu'on va avoir un match qui va durer à peine 5 minutes. Avec une belle démonstration encore techniquement de la part de Chad Gable, qui va aller chercher les bons tags avec Otis, etc. Otis, lui, va essayer de faire un peu valoir sa puissance, mais ça va être compliqué parce que les Street Profits, c'est une équipe où il y a de l'alchimie, c'est une équipe qui se connaît bien, et ça va être très compliqué pour eux. Otis va quand même avoir un gros spot et va être au bord d'en finir. Chad Gable va essayer de prendre le relais pour réaliser leur finish à deux, là, leur double team sur Angelo Dawkins, mais ça va pas marcher. Montesford, il va réussir à faire sortir le Serbe hors du ring et pour permettre à Dawkins de réaliser le combo, le fameux combo des Street Profits, le Spinebuster, enchaîné du Frog Splash à 14,50 m de Montesford. Victoire des Street Profits en 5 minutes sur les Alpha Academy. Alors, que cette défaite pour les Alpha Academy, là, c'est pas un truc, ça commence plutôt mal quand même pour eux, quoi. Ouais, après, c'est peut-être aussi une façon de dire comme qu'ils sont pas encore au niveau des Street Profits, qui sont bah, les anciens champions qui ont été champions pendant quand même quasiment un an, voire plus, je sais même plus, en force. On parlait de tout à l'heure de Liv Morgan qui s'était peut-être fait mal. Je me demande si Montesfort s'est pas fait mal aussi sur son méga Frog Splash, parce qu'il retombe un peu sur le bras. Et on voyait bien que même en célébrant, il tenait encore le bras, le coco. Donc peut-être qu'il s'est un petit peu raté sur ce coup-là. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens de la Alpha Academy, c'est bien là une nouvelle équipe. On en parlait tout à l'heure avec les Mysterio, bah voilà une autre équipe sympa à voir perdurer en fait, pour vraiment avoir une vision tag team sympa, parce que ça fait 4 équipes du coup avec les champions et les Street Profits. Mais bon, en tout cas, moi perso, je vais te faire mal au cœur, mais j'étais pour l'Alpha Academy dans ce match-là, parce que les Street Profits, elles m'ont tellement ulcéré ces dernières semaines que j'ai bien envie qu'ils viennent parler. Enfin, en tout cas, je te rejoins sur le fait que c'est pas mal. Il y a de l'animation dans la Tag Team Division du show bleu. Et ça, c'est plutôt cool, à l'inverse de ce qui se passe à Raw. Donc je trouve que c'est plutôt bien que le catch par équipe soit mis à l'honneur. Et c'est pour ça que moi, voilà, j'ai beaucoup critiqué Otis pendant toute la période 2020 avec cette fameuse histoire de Money in the Bank. Mais là, moi, je trouve qu'il est complètement à sa place. Et dans ces cas-là, moi, je suis plutôt positif envers un Otis dans cette version-là, quoi. Moi, ça me va bien comme ça, quoi. Alors, si effectivement on y ajoute la famille Mysterio et tout ça, bah, ça nous donne un melting pot là, plutôt sympa dans la Tag Team Division. Et je trouve que ouais, c'est rassurant pour l'avenir dans cette division par équipe. Voilà, faut falloir capitaliser dessus quand même, les gars. Exactement. Allez, on a la championne de SmackDown qui fait son entrée, en l'occurrence Sasha Banks. Alors, elle va nous rappeler que Bianca Belair a remporté le Royal Rumble et que dorénavant, tout tourne autour d'elle. Mais bon, elle, ça la dérange pas parce que elle apprécie Bianca parce qu'elle la considère comme une petite sœur. Alors, j'ai trouvé ça un peu étrange d'ailleurs. Mais du coup, Bianca Belair va arriver sur le ring, va lui retourner le compliment. Hein. C'est un échange de compliments entre les deux. Cependant, elle nous explique qu'elle n'est pas sa boss, quoi. Là-dessus, arrive qui? Eh ben, arrivent les championnes par équipe, en l'occurrence Shayna Baszler et Nia Jax. Cette dernière, elle nous explique que elle se fiche complètement du choix de Bianca, parce que à la différence d'elle, elle et Shayna, elles sont championnes. Du coup, Sasha Banks en profite pour balancer des pics
à la Nia Jax, qui s'est éclaté le trou de balle la semaine dernière, lundi Ouais. dernier, ce qui va énerver particulièrement la Nia et qui va attaquer Sacha, puis Bianca avec l'aide de Shayna. Du coup, les deux nanas de SmackDown vont réussir à reprendre le dessus. Et comment? Eh ben, en faisant tomber Nia Jax à nouveau sur son trou. Alors voilà, apparemment la WWE capitalise, comme tu le dis bien, mon papy, sur le trou de Naya. Ouais. Ça t'emballe, ça? Ça serait un peu vite dit, d'emballer. Parce que du coup, je me J'en demande, reviens pas, je j'en reviens pas de dire des trucs comme ça. oui, voilà, ouais, non, non, c'est vrai qu'on se demande sur, s au début, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, ils sont en train de créer une espèce de petite histoire d'amitié entre Bianca et Sacha, peut-être qu'elles vont être, challengeuses un jour aux ceintures de Nia et Baszler peut-être, tu vois? Ça serait un truc, un peu original. Peut-être que c'est là-dessus, c'est pour ça qu'elles se titillent pas encore trop par rapport à leur rivalité potentielle pour WrestleMania et tout. Puis à la fin du segment, je me dis, «Est-ce qu'ils ont pas fait ça juste pour que Nia se pète le cul une nouvelle fois, quoi?» Je suis perplexe, tu vois? C'est comme ils ont tendance à bien aimer leurs petites blagues graveleuses là et à nous les repasser à toutes les sauces. Je me suis dit: «Tiens, ils ont trouvé un truc qui les fait marrer. Hé! Nia qui tombe sur son cul. Et on va le refaire à SmackDown. Hé! Tu Bah, déconnes!» moi, j'ai envie de te dire que c'est exactement ça. Ouais, donc voilà. Je pense que ce segment n'a été fait que pour capitaliser là-dessus. Puisque ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, etc. Alors, la WWE, elle est jamais très claire hein, sur ce genre de truc. Hein. Parce que, par exemple, ils ont édité sur YouTube tous les moments de Raw où Naya, justement, crie Oh, mon trou, oh, mon anus c'est Bah, assez là, ils bizarre. l'ont viré aussi, hein. Et Dans le récap. Dans le récap, tu vois juste Nia qui tombe et Nia qui passe à travers la chaise, la table, mais tu vois plus, tout le passage où elle hurle à la mort en disant: «Mon anus!» ouais, donc ils sont pas clairs là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont envie de déconner sur le trou de Naya, mais en même temps, ils veulent pas non plus que ça soit abusé et ils préfèrent éditer un max tout ce qui est fait par rapport à ça, quoi. Donc c'est assez bizarre. On a l'impression en fait qu'ils assument pas. Ils se disent C'est ça, bah, oui. ça fait le buzz, mais on l'assume pas, quoi. Non, mais en fait, c'est vis-à-vis des partenaires, on met un produit très propre, sans jamais de trucs qui dépassent. Par contre, on s'amuse, on sait que ça va faire parler sur les réseaux sociaux, donc du coup, bah, on remet les gens en condition d'en faire parler, en fait. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. On assume pas, mais on essaye d'en profiter un max quand même, quoi. Voilà. Ce qui est moi, j'ai envie de te dire que de mon côté, moi, je trouve ça un peu triste que, un truc qui fasse le buzz dans un show de la WWE, c'est une histoire de trou de Nia Jax, quoi. Bon, ça me paraît un petit peu, moi, sans Ouais. sans intérêt particulier, mais moi, j'étais un peu sidéré de l'ampleur que ça a pris, après ce qui s'était passé lundi, là. Mais c'est lundi, on nous a quand même annoncé un Elimination Chamber avec 6 champions du monde, quoi, ou former champions du monde. Et en fait, le seul truc dont tout le monde a parlé toute la semaine, ça a été l'affaire du trou de Naya, quoi. Donc bon, voilà, c'est bon, chacun finalement choisit ce qui lui plaît, hein. Ah, mais c'est l'image de Raw, hein, de toute façon, c'est tomber au fond du trou, Raw. Ah, c'est très bon. Allez, on arrive à notre main event de la soirée. Et on vous le rappelle, un tag team match entre Daniel Bryan, Cesaro face aux Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Les vainqueurs se qualifient pour l'Elimination Chamber. Alors, on va avoir un vrai match, puisqu'on va avoir un match de 12 minutes, quoi. Donc, un bon, vrai petit main event. King Corbin et Sami Zayn vont en profiter pour faire leur entrée durant le match. Alors là, on a quatre mecs hyper solides dans le ring, quoi. Là, on a 4 workers, quoi. Donc là, tout y passe. Vraiment, c'est vraiment une belle session de catch in-ring entre les quatre hommes. Avec un Cesaro qui est encore mis gravement en valeur, hein, quoi, parce que même si Daniel Ah oui. Bryan va avoir explosé Robert Roode avec son running knee, le match va se terminer finalement entre Cesaro et Dolph Ziggler. Et malgré le fait que Cesaro se cogne un Faymaster de la part du show-off, eh ben, le Suisse va enchaîner. Et alors, quand il enchaîne, c'est pas pour déconner, hein, parce qu'il va quasiment dans le même spot. Il va balancer un torture rack, un spinebreaker, derrière son Cesaro swing, et il va finir en beauté avec un sharpshooter. Alors ça, je crois que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu terminer un match avec un sharpshooter. Et voilà, pour le coup, j'ai spoilé.
il va terminer pour faire abandonner Dolph Ziggler dans le sharpshooter. Qualification de Daniel Bryan et Cesaro dans l'Elimination Chamber. Après le match, King Corbin et Sami Zayn vont venir défier les deux. Le Suisse, tout en se chauffant avec Zayn et Corbin, va pas faire attention que pendant ce temps-là, il y a Jey Uso qui arrive par derrière, armé d'une chaise pour l'attaquer. Le Saman va donc l'attaquer bien fort à coups de chaise. Daniel Bryan, lui, pendant ce temps, il essaye de s'en sortir comme il peut avec Zayn et Corbin sur le rable. Grosse bagarre générale, ça part en couille dans tous les sens. Et là-dessus, qui c'est qui vient s'inviter dans la bagarre? Eh ben, c'est notre ami KO, et oui, le Kevin Owens qui vient. Et alors lui, Kevin Owens, il se prend pas la tête parce qu'il place des stunners à tout le monde. Voilà, tout le monde a le droit à son stunner, sauf un, on notera, il Oui. l'a pas pris, c'est le Sami Zayn. Le Sami Zayn, je ne sais pas par quel miracle, il va réussir à éviter le stunner. Finalement, KO, après avoir fait table rase sur le ring, va prendre la chaise avec laquelle Jey Uso avait attaqué Cesaro, va s'asseoir dessus et il va s'adresser directement à Roman Reigns, qui évidemment est en coulisses en train de regarder sur un écran avec Paul Heyman toute la scène. Et KO, il dit, j'en ai pas fini avec toi, mec, et on va se revoir très bientôt, quoi. Avec un Kevin Owens menaçant comme jamais et un Roman Reigns en mode, mais encore lui, quoi, mais qu'est-ce qui vient me faire chier celui-là, quoi, mais jamais il lâche. Alors toi, t'es papy, t'es comme Kevin Owens, tu lâches rien. Ouais, il lâche, je lâche rien, il lâche rien, personne ne lâche rien, sauf, Sami Zayn qui lâche l'affaire en évitant le le stunner. Mais, voilà, heu, Cesaro qui finit avec son finisher, bah, que je vais pas prononcer parce que je sais que je vais me planter et que je vais encore parler de Starship Trooper, mais ce n'est pas ça. C'est le sk Scar 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 Non, merde, fais chier! J'arrive pas à le dire. Bref. Bref, il finit avec sa soumission, voilà. Ouais, effectivement, c'était marrant comme match parce que tu as Bryan qui a fait à peu près tout le match, dans le ring et puis en fait, il fait rentrer Cesaro qui est mode John Cena qui te fait deux trois moves, spectaculaires puis qui termine le match, en fait. Et bah, c'est vraiment le positionnement un peu de Cesaro en ce moment, c'est de dire: «Bah, voilà, c'est». Alors, j'ai lu quelque part qu'en fait, il venait de re-signer un contrat ou il allait re-signer un contrat ou je sais pas quoi, donc c'est peut-être pour ça qu'il est ultra, mis en avant en ce moment. En tout cas, c'est vraiment c'est vraiment le next, big thing juste derrière, Kevin Owens. Mais par contre, tu vois, je le vois toujours en dessous de Kevin Owens parce que Kevin Owens, lui, il rentre et il détruit tout et ça se finit sur son visage, le show. Et je pense, alors on verra ce que donnera le dernier SmackDown avant l'Elimination Chamber, mais je pense que pour moi, Kevin Owens est vraiment encore au-dessus. Et que voilà, donc moi ça reste mon grandissime favori pour une nouvelle fois affronter Roman Reigns. Et je pense que de toute façon, vu comment c'est parti, je suis partisan pour que Kevin Owens aille jusqu'au bout et aille choper Roman Reigns à WrestleMania. Parce que de toute façon, il y a vraiment, que lui qui tient la baraque en ce moment sur, côté, face, à SmackDown, quoi. Et à l'opposé, je trouve que Daniel Bryan, je me demande ce qu'il fout là, quoi. OK, il a fait son running knee, mais il restait sur un sacré nombre de défaites. Je suis un petit peu déçu que ce soit pas Nakamura finalement qui était en équipe avec Cesaro. En plus, ça se racontait facilement que les 2 se mettent en équipe et Nakamura est un poil plus chaud que Bryan en ce moment. Mais bon, c'est Bryan, j'ai l'impression qu'ils le mettent là parce que c'est Bryan, mais on verra bien ce que ça donne. Ouais, et puis parce qu'ils ont besoin d'un mec solide. Brian aussi, il faut pas oublier qu'il fait partie dorénavant de l'équipe créative de SmackDown. Donc, et je pense que d'ailleurs, entre autres, la mise en avant de Cesaro, Daniel Bryan ne doit pas être loin de cette affaire dans le booking du Suisse. Et moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'avoir Daniel Bryan dans l'Elimination Chamber. Ça va nous assurer du spot spectaculaire. En plus, là, ça nous a donné un bon petit main event dans ce SmackDown, quoi. Moi, j'ai trouvé le match vachement sympa. Et puis la fin en bagarre générale comme j'aime, donc parfait. Kevin Owens qui colle du stunner partout, c'est parfait. Donc moi, vraiment, c'était parfait, toute cette affaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va continuer dans la perfectitude, puisque mon papy, tu vas nous donner ton parfait flop, ton parfait top et ta parfaite note. Alors ça va être assez compliqué parce que en même temps, je sors ça à chaque fois, hein, mais bon, j'aime bien faire style que c'est plus compliqué que d'habitude.
Parce que le flop, il y a pas vraiment grand chose qui m'a déçu dans ce SmackDown. Je l'ai vraiment bien regardé d'une traite, sans souci, sans jamais me dire: «Oh c'est chiant, c'est pas assez intéressant», tout ça. Je pourrais le donner à Nia Jax, mais même ça, c'était nul, mais sans non plus être trop chiant, parce que c'est quand même assez court. Mais ouais, je vais le donner quand même à Nia. Allez, je vais le donner à Liv Morgan parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas terrible dans le ring. Je vais plutôt aller là-dessus. C'est plus ça qui m'a un peu dérangé. Mais bon, c'est un vraiment tout petit flop, hein. Et puis généralement, quand je sais pas trop, je le file au Royal Squad. C'est comme une valeur sûre du flop. Le top du coup, bah, je ne sais que choisir parce qu'il y a eu du bon catch, il y a des bonnes histoires, je trouve, dans ce show. Alors on va le donner au main event parce que comme ça on le donne à du catch, c'est le match le plus long. Mais globalement, j'aurais pu le donner à peu près tout ce qui s'est fait, dans la construction de ce show, hein. Donc voilà, top au main event. Et ma note, bah, ouais, comme je disais, c'était un bon show. Je trouve que alors un peu moins côté filles, parce que là, il s'était un petit peu endormi cette semaine, mais c'est vu qu'il y avait une chambre d'élimination à construire, en un seul show, je comprends qu'ils aient axé un peu plus sur les mecs. Mais je trouve que par contre, niveau gars, il y a du taf, quoi. On en a parlé, il y a des équipes qui se dégagent. Il y a un Cesaro Rollins qu'on voit peut-être poindre le bout du nez. Il y a un Kevin Owens qui est toujours aussi fort, un Roman Reigns toujours aussi, enfoiré. Il y a vraiment des bonnes, du bon niveau à tous les étages, et même le Biggie, Apollo Crews qui est peut-être un poil moins chaud en ce moment, bah, ça reste quand même, une opposition sympa. Enfin, en tout cas qui se suit de semaine en semaine. Donc je vais donner un bon 3 à ce show, parce qu'il y a pas encore, c'est pas non plus l'explosion de fun, et puis ça reste toujours des shows à huis clos, mais par contre c'est très intéressant à suivre. Ta note? 3, excuse-moi. Ah, excuse-moi, ou ça se trouve, tu l'as dit, mais j'ai pas percuté. Un 3? Ouais, bah écoute, bah ça part bien parce que moi je vais tirer sur l'ambulance, hein, puisque moi je vais donner mon flop à Nia Jax, quoi, parce que vraiment, moi, le trou de Nia Jax ne m'intéresse pas. Donc, C'est bien le seul. vraiment, je trouve ça complètement puéril et sans aucun intérêt. Et voilà, faire le buzz avec un truc pareil, bah, très franchement, enfin, moi, ça me laisse sans voix, mais c'est certainement lié à mon âge, hein. Je pense que là, voilà, je pense que je ne suis pas la cible de ce genre de rigolade, si on peut appeler ça comme ça. Et vraiment, là, c'est le genre de truc, j'espère qu'ils vont vite passer à autre chose. Parce que, alors là, si c'est comme un coup avec la table, entre Naya et Lana, et si c'est pour nous faire pendant 8 semaines consécutives ou 9 semaines consécutives une histoire sur l'anus de Nia Jax, bah, très franchement, je pense que je vais faire du fast-forward sur ces affaires-là, quoi. J'aimerais plutôt les voir dans de la compétition dans le cadre de leur ceinture par équipe, quoi. Ça m'intéresserait un peu plus, quoi. Et puis, bah, comme toi, de toute façon, je vais donner mon top au main event parce que j'ai vraiment beaucoup aimé comment se termine ce show avec un bon match, avec un Kevin Owens qui distribue à tout va. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Voilà, il n'y a pas eu de perte d'intensité pendant ce SmackDown. En plus, on a le retour du Messi, on a de la construction dans la Tag Team Division, on a du hashtag push Cesaro, et ça fait plaisir. On a la formation des Los Mysterios, alors ça me fait encore plus plaisir. Donc vraiment, il y avait plein de trucs qui m'ont emballé dans ce SmackDown. J'aurais pu peut-être mettre un bémol sur le fait que l'Intercontinental Championship a été un poil trop court à mon goût. On aurait pu leur donner 5-6 minutes avant que Apollo Crews intervienne pour la disqualification. Mais bon, ça serait juste chipoté. Et ben moi, je vais lui mettre un 3,5 à ce SmackDown. Ouh! Vraiment un show bleu qui m'aura fait bien plaisir ce week-end, et ça, c'est bien agréable, surtout après la purge du Monday Night Raw de lundi dernier. Ah ah ah! Voilà les amis, ce qui nous fait un 6,5 sur 10, ce qui nous fait une très belle note pour ce SmackDown, hein, mon papy, hein. Ouais, non, mais c'est sur la lancée de début d'année, en fait, hein, de Ouais, 2021, c'est c'est vrai. SmackDown qui va tourner autour de 2,5, 3, voire plus, et Raw qui tourne, à 2 voire moins, quoi. C'est c'est des notes qui restent assez constantes, parce que mais et c'est fou, en fait, et pourtant il me semble que c'est la même équipe créative maintenant qui écrit les 2 shows, et pourtant c'est pas du tout écrit pareil. Raw, tu as tout le temps l'impression que c'est à l'arrache complète et qu'ils savent pas, tu as l'impression qu'ils racontent une histoire où ils savent pas la fin, en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est étrange. Alors, la même équipe créative, je sais, enfin, par exemple, Daniel Bryan travaille sur SmackDown, Ah, alors qu'à peut-être, à peut-être. Raw, c'est Edge. Donc, peut-être que ceci explique cela, mais
Mais bon, après, il y a toujours aussi le différentiel de timing. C'est-à-dire que c'est vrai que SmackDown dure 1 heure de moins que Raw. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile de booker un show qui dure 1 heure et demie qu'un show qui dure plus de 2 heures et demie. Bon, après, je sais pas, est-ce que c'est lié aussi au roster dans les deux shows? Je sais pas, je sais pas. J'avais lu une petite stat là sur le fait que, par exemple, tu te rends compte que la moyenne d'âge du Royal Rumble, c'était 39 ans et que il y avait que 2 catcheurs de moins de 30 ans dans le Royal Rumble cette année, en l'occurrence Dominic Mysterio et Otis, qui étaient les deux seuls catcheurs de moins de 30 ans dans ce match, quoi. Donc, et quand tu regardes un peu le line-up de l'Elimination Chamber du côté de Raw, bah, c'est vrai que là tu as quasiment que des quadras hein, à part Drew McIntyre, qui est le plus jeune, qui est le plus jeune de la team, Ah quoi. oui. C'est en titre, et c'est le plus jeune. Donc c'est comme quoi, hein, c'est assez étrange. Hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça fait plaisir, mon papy, qu'on fasse une review d'un bon show, et en l'occurrence, ce SmackDown était un très bon show. On vous le recommande, peuple de catch-up. Allez-y regarder. Voilà. Ou en tout cas, allez voir au moins les highlights, vous verrez, et ça fait plaisir. Allez, chose promise, chose due, il se passe quand même autre chose ce week-end. En l'occurrence, il y a un NXT Takeover Vengeance Day, donc le 14 février, le dimanche 14 février. On va avoir le premier Takeover de l'année 2021, hein, tout simplement. Alors, j'ai la carte sous les yeux, mes amis, donc on va vous faire quelques petites promos et quelques petites prédictions, on espère. Mon papy, t'as suivi un petit peu NXT ces derniers temps? Oui, bah, je m'y suis remis il y a quelques semaines. J'avais trouvé qu'il y avait un petit bien, à un moment, sur NXT et puis quand ils ont fait leur super show d'entrée, j'ai un petit peu repris. Puis là, je trouve que ces 2-3 dernières semaines, c'est un petit peu mieux. Il y a du mieux sur NXT. Donc, ce qui fait que je suis un petit peu hypé quand même pour ce pay-per-view. Alors, pour vous remettre dans le bain vite fait, sachez que, comme d'habitude pour sa takeover, il y aura 5 matchs, que tous les titres seront en jeu, sauf le titre par équipe, mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est en pleine période du Dusty Rhodes Tag Team classique, donc c'est pour ça que le titre par équipe n'est pas en jeu. Et donc, alors je vous le donne dans le désordre, je sais pas, dans l'ordre plus ou moins que j'imagine en tout cas. Alors, on va commencer avec la finale du Dusty Rhodes classique masculin, qui va voir s'opposer une ancienne équipe de NXT UK, en l'occurrence les Grizzled Young Veterans, qui vont affronter des petits jeunes, puisqu'on parlait d'anciens, et ben là on va taper dans les petits jeunes, puisque une nouvelle équipe qui vient d'arriver et qui se hisse en finale du Dusty Rhodes classique, en l'occurrence les MSK. Alors là, alors là, pour le coup, j'ai presque envie de dire que c'est une finale surprise, au Oui. vu du line-up qu'il y avait pendant tout le tournoi masculin. Et donc voilà, les MSK, tout nouveau, tout beau, qui viennent d'arriver, qui ont commencé tout simplement à NXT en intégrant d'entrée le bracket du Dusty Rhodes Tag Team Classic, et qui ont été au bout et qui arrivent en finale face à une équipe qui vient effectivement de NXT UK, mais qui est une équipe qui commence à être bien habituée à NXT, qu'on a vu assez régulièrement et qui commence à faire partie des valeurs sûres, en tout cas de la Tag Team Division de NXT. Des GYV. Alors, mon papy, qu'est-ce que tu vois? Quel est ton spoiler pour ce MSK versus Grizzly Veterans? Ah beh, il est pas évident ce premier match, hein, parce qu'en fait, techniquement, moi personnellement, je préférais que ce soit les Grizzly Young Veterans qui l'emportent parce que pour le coup, je trouve que c'est une équipe qui a même si elle vient d'arriver parce qu'elle était avant NXT UK, mais par contre, je trouve qu'ils sont plutôt, identifiables, tu vois? Ils ont une vraie personnalité, ils ont un petit peu de micro et cetera donc tu les vois arriver, tu sais presque qui c'est. Avec les MSK, bah, ils sont arrivés, OK, ils sont un peu spectaculaires, mais pour moi, c'est des nobody, tu vois? Donc et pour l'instant, ils n'ont pas encore fait en sorte de sortir du lot, je trouve. Donc bah, alors ce qui m'embête, c'est que c'est les champions heel, côté NXT, mais bon, je vais quand même mettre les Grizzly Young Veterans parce que je pense que NXT, ça les embête pas de faire des matchs heel contre heel. Eh ben, écoute, moi je vais te suivre pour une bonne et simple raison, c'est que je pense que les Grizzly Young Veterans, là on est en train d'essayer de les installer complètement dans la carte de la Tag Team Division à NXT. On va en faire des challengers pour le titre par équipe. Et les MSK, comme c'est des petits jeunes, bah, ça sera beau, ils seront arrivés en finale. C'était un bon moyen, je pense, pour les installer dans le show jaune. Et donc le fait qu'ils perdent le Dusty Rhodes Classic, ça ne sera pas un drame.
c'est des jeunes qui auront le temps d'éclore et de se construire. Alors que les GYV, eux, sont vraiment sont installés et que ça va les crédibiliser complètement de remporter le Dusty Rhodes Classic. Et comme c'est des heels, justement, ils vont en plus pouvoir encore plus insister sur ce truc-là. Voilà, vous avez vu, nous, on a gagné les titres par équipe à NXT UK, on gagne le Dusty Rhodes Classic. Donc, dorénavant, nous, on veut un title shot pour le titre NXT par équipe. Donc, Ils l'auront, de toute façon. C'est automatique, je crois. Ah, c'est automatique? Il me semble que si tu gagnes le Dusty Rhodes Classic, tu as le titre par Ah, ouais, oui. Alors, ouais. Ah oui, tu crois qu'il y a un title shot. title shot automatique, en fait. Il me semble. Ouais, remarque, ça serait assez logique de toute façon, quoi. Et Il y c'est aura pour ça qu'ils participaient, et pas d'ailleurs les champions. Ils participaient Ouais, pas au ouais, tournoi. ouais. Ouais, ça serait pas déconnant de toute façon, quoi. Donc, ok. Donc, on est d'accord. On donne la victoire aux Britanniques. Bah, les roast beef. Ah, allez, on enchaîne, cette fois-ci avec le Dusty Rhodes Tag Team classique, mais féminin cette fois. Alors là où pour le coup, ça rejoint ce que tu disais sur les masculins, puisque l'équipe qui va remporter le Dusty Rhodes classique féminin aura un title shot, ça a été annoncé par William Regal mercredi, aura un title shot pour le titre par équipe féminin de la WWE détenu par Nia Hall-Jax et par Shayna Baszler. Et cette Bah voilà, finale, tu voulais qu'ils catchent. Ils catcheront. voilà, elles catcheront, ouais. Et voilà, et cette finale, elle va voir s'opposer Ember Moon et Shotzi Blackheart, qui est un peu la chouchou de Triple H, à Dakota Kai et Raquel Gonzalez, la monster girl de NXT à l'heure actuelle. Alors, mon papy, moi je trouve que c'est un match assez équilibré. Ouais, alors moi j'ai un choix du cœur qui serait de dire Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Parce que Raquel Gonzalez, moi je trouve qu'elle devrait être main eventeuse de NXT côté féminin. Donc, mais par contre, je pense que du coup, elles vont perdre pour justement la libérer un peu de la contrainte de Dakota Kai. Et puis, comme tu dis, Josie Blackheart, elle est pas terrible, mais c'est une des chouchoutes. Donc, bah, je le vois bien remporter le titre. Oui, remporter la coupe. Et ensuite, plutôt, après réflexion, je pense assez facilement que ça sera Blackheart et Moon qui vont gagner, mais ça les amènera pas très loin, je pense. Moi, je vais tenter l'autre côté, puisque moi, je vais donner la victoire au Hill. Je vais donner la victoire à Dakota Kai et à Raquel Gonzalez. Et je vais même aller plus loin, puisque je verrais bien pour installer complètement Raquel Gonzalez dans le roster de la WWE. Je les verrais même bien prendre le titre à Baszler et à Nia Jax. En tout cas, je serais fort Carrément. satisfait. Ah ouais, carrément, moi, je suis comme ça, moi. Mais je Mais pense que pour le coup, on va avoir un bon match. Mais pour moi, en fait, dans les quatre, là, Raquel Gonzalez, elle est tellement au-dessus. Elle m'apparaît tellement supérieure, même à sa partenaire, hein, parce que moi, je ne suis pas un gros fan de Dakota Kai, à vrai dire. Je ne l'ai jamais été et je crois que je ne le serai jamais. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Raquel Gonzalez, elle est tellement supérieure, elle apparaît tellement costaud. Et j'arrive pas à voir une Shotzi Blackheart déjà tenir la distance face à Raquel Gonzalez. À la rigueur, Ember Moon, et encore Ember Moon, je continue à dire qu'il faut qu'elle perde 3-4 kilos, quoi, qu'elle n'est pas du tout dans la shape qu'elle était lors de son premier run à NXT et même dans son arrivée dans le main roster. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette fille, mais je trouve qu'il y a un. Je sais pas, Ember Moon, je trouve qu'il y a un souci, quoi. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais retrouvé sa forme. Alors, je crois qu'elle avait fait partie des filles qui avaient été atteintes du Covid dans la deuxième partie de l'année 2020. Et je me demande si elle a réussi à bien s'en remettre, quoi. ouais, encore qu'elle me semble un poil mieux maintenant qu'il y a quelques semaines, hein. Là, j'ai trouvé un peu moins amputé, on va dire. Mais tiens, petite question, tonton, il y a un takeover prévu la veille de Mania? Ah, alors là, bonne question parce que je n'ai pas la réponse. Mais D'accord. Parce que logiquement, moi, c'est pour ça oui. que parce que voilà, moi je mise là-dessus et c'est pour ça que je vois pas Raquel Gonzalez gagner. Parce que pour moi, s'il y a un takeover, bah, Yoshirai, à part Raquel, il y a personne pour la chercher, quoi. Et c'est pas les deux tocards qu'on verra plus tard qui vont l'embêter. Ouais, enfin, ouais. On va en parler justement dans le cadre du match féminin. Mais avant d'arriver sur le titre féminin, on va passer par le titre intermédiaire de NXT, en l'occurrence le North American Championship, qui va se voir, après toute une histoire, s'opposer Kushida à Johnny Wrestling, en l'occurrence Johnny Gargamel,
Alors Johnny Gargamel, il nous a fait tout un cinoche depuis 2 semaines. Il était blessé, il avait une fracture du bras. Il est arrivé en chaise roulante tout en ayant une fracture du bras sur le ring mercredi soir. Il a fait tout son cinoche, mais il s'est fait démasquer, hein, on peut le dire, par William Regal qui est panier de la dernière pluie, hein, puisque le Gargano il a essayé de l'embrouiller en mettant ses radios sur le titantron. Mais le Régal, il a l'œil et il lui a dit non mais tu te fous de ma gueule là parce que là la fracture que tu montes là c'est sur l'autre bras. Donc en fait tu es totalement apte. Ça a profité du coup à NXT pour nous faire un match entre Austin Theory qui est le sidekick dorénavant de Johnny Gargano face à Kushida. Mais William Regal nous a bien confirmé, il y aura bien un match entre Johnny Gargano et Kushida. Papy, le japonais ou l'insupportable américain? Ah bah, je suis perplexe là-dessus, parce que je pense que de toute façon, heu, là, c'est pas une rivalité qui va durer, parce qu'on voit, Dexter Lumis qui tourne autour de cette rivalité depuis un bout de temps, et du Qui était encore coup, là mercredi. qui était encore là mercredi. Du coup, il va certainement avoir une rivalité Gargano-Lumis, dans la foulée. Est-ce que ça sera pour le titre? J'ai envie de dire oui, et donc du coup, je vais laisser, Gargano, conserver, avec, certainement peut-être une intervention de théorie. Voilà, comme ça fera plaisir. Ouah, ouais, allez, on va tenter ça. Ouais, c'est un peu ce qui m'inquiète dans ce match-là, ça va être l'overbooking. Parce qu'il va y Ah bah avoir entre oui, ouais. Candice LeRae, Austin Theory, etc. Kushida m'apparaît un peu seul. Puis je pense pas qu'il va compter sur Lio Rush pour. Pas Lio Rush, comment il s'appelle Leon Ruff. Le D'ailleurs, Lio Rush, pour parler de lui, au passage, il a chopé le titre Cruiserweight de la Triple A cette semaine. pourquoi il est pas fini? Donc voilà, non, il n'est pas fini, il est bien entré dans le circuit indépendant, quoi, et il a réussi à aller choper le titre Cruiserweight dans la fédération mexicaine, quoi. Donc voilà, alors moi je suis très embêté dans ce match, quoi, parce que moi je pensais que justement pour mettre. J'avais la sensation qu'à NXT on avait envie de mettre over un Max Kushida, et donc lui donner le titre, c'était une bonne occasion là. Mais effectivement, bah, comme tu l'as bien expliqué, il y a cette histoire avec Dexter Lumis qui tourne autour de Johnny Gargano, et du coup, en fait, ça fait que je suis dans l'hésitation sur ce match. Et je sais pas. Ouais, Gargano, ça fait longtemps hein, là, maintenant qu'il a le North American Championship. Mais comme j'ai l'impression qu'ils veulent installer de plus en plus ce fameux clan là, The Way. Ah, allez, vas-y, allez, même si c'est à contre-cœur, mais je vais donner la victoire à Johnny Gargano, quoi. J'aurais aimé voir une prise de titre de Kushida. Voilà, donc on va dire que je vais la voix de la raison, je vais le donner à Gargano. Le cœur sera pour Kushida, et si jamais Kushida gagne, bah, je serai ravi. Mais voilà, dans l'absolu, sur le pronostic, je vais le donner à Johnny Gargano. Allez, on passe au championnat féminin de NXT avec la championne en titre, en l'occurrence Yoshirai, qui pareil commence à avoir un règne qui date d'un bon moment. Et là, elle va affronter Tony Storm. Donc voilà, un triple frite, puisqu'on va avoir un Yoshirai versus Tony Storm versus Mercedes Martinez, qui en a donc fini avec Retribution depuis un bail hein, maintenant, quoi, parce qu'elle s'est vite arrachée de cette troupe de low carder pour revenir à NXT et se présenter en number one contender de Yoshirai. Donc là, triple frite, mon papy. Ouais, moi sans sourciller, Yoshirai. Je pense vraiment que les 2 opposantes sont vraiment pas du tout au niveau. Alors Yoshirai, moi, à ses débuts, je trouvais enfin, en ses débuts de championne, je trouvais qu'elle manquait un petit peu enfin, que c'était pas encore, le super haut niveau. Mais là, bah, les défenses de ceinture, aidant, bah, voilà, je trouve qu'elle s'est vraiment imposée, maintenant comme une championne largement au-dessus du reste. Et puis moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je ne vois plus Raquel Gonzalez, qui peut, l'atteindre, et donc Mercedes Martinez, bon, je la vois tellement peu catchée que je j'ai pas trop d'avis sur elle. Mais alors Toni Storm, moi, je trouve qu'elle est cataclysmique comme fille, donc elle est pas du tout, du tout au niveau, et donc en tout cas, c'est un souhait très fort qu'elle ne remporte pas la ceinture, dans ces prochains mois, et donc Yoshirai, sans hésitation. Alors, comme toi, déjà, moi, j'élimine Tony Storm de l'équation, hein, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, et que je trouve vraiment, enfin, je lui trouve rien,
rien de notable, quoi. Il y a vraiment rien, même au micro, je la trouve très faible. Enfin, je suis même assez étonné en fait qu'elle soit aussi haute que ça dans la carte. C'est-à-dire que autant j'aurais été totalement client d'un 1 contre 1 entre Yoshirai et Mercedes Martinez, autant finalement je comprends pas la présence de Tony Storm. Et puis après je me suis dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, Tony Storm elle est là pour prendre le pin. Voilà. Donc tel sera le rôle de Tony Storm dans ce match. Et pour le coup j'hésite beaucoup quoi, parce que Mercedes Martinez c'est un sacré morceau quoi. Et elle est un petit peu dans le même move que Raquel Gonzalez, je trouve, sur certains aspects. Elle m'apparaît comme très dangereuse. Et du coup, j'ai un doute. Alors, je vais donner Yoshirai quand même, qui va conserver, mais je vais quand même garder un œil assidu sur Mercedes Martinez parce qu'elle me semble dangereuse comme jamais. Donc je vais donner Yoshirai parce que Yoshirai est clairement ma catcheuse préférée à NXT depuis un paquet de temps, quoi. Mais Io, je serais toi, je ferais gaffe à mes arrières parce que la Mercedes, elle risque de te rouler dessus. Oh, 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 oh. Oh! Allez, on passe au main event, ce qui je pense sera le main event de ce takeover, en l'occurrence le championnat masculin de NXT, et qui va voir s'affronter le champion Finn Balor face à l'anglais, voilà, un Irlandais face à un Anglais, quand on a un classique du tournoi Destination. Finn Balor face à Pete Dunne, mon papy. Le Bruiserweight. Ah! Là, je suis pas sûr, en fait, parce que, tu vois, autant chez les filles, j'arrive bien à imaginer la suite, autant, chez les gars, qu'est-ce qui part derrière? J'ai aucune idée parce qu'il y a personne vraiment qui se dégage. Ah si, il y a peut-être, TikTok là qui est derrière, mais qui en ce moment est plutôt face, je vais tenter la grosse cote, je vais tenter Pete Dunne parce qu'en fait, j'arrive pas à voir ce qu'ils peuvent raconter encore avec Finn Balor derrière, en fait, et il est champion, mais voilà, c'est un taulier de NXT, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est même pas si présent que ça, en fait, Finn Balor. Il est là, il fait ses gros matchs et puis hop, il a pas une présence, vraiment importante sur, NXT. Est-ce qu'il va continuer longtemps à NXT? J'en sais trop rien, en fait. Donc je vais mettre Pete Dunne pour essayer de chambouler un peu tout ça. Ouais, ouais. Alors on notera dans ce takeover, je fais un petit aparté, mais on notera dans ce takeover que pour la première fois depuis très longtemps, il n'y aura pas de membre de l'Undisputed Era C'est sur vrai. la carte. En même temps, Ça, ils sont plutôt calmes en ce moment, hein. ouais, ouais, ça c'est assez surprenant, hein. Alors moi, bah, ouais, voilà un match que je trouve super équilibré. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à dire qui c'est qui va sortir de ce truc-là. Est-ce qu'il va pas y avoir un peu d'overbooking parce qu'il va y avoir les champions de NXT, Lorcan et Burch, qui seront certainement pas très très loin de Pete Dunne. Ouais, moi je Surtout sens que comme l'overbooking. il y a le Dusty Rhodes classique en même temps, ils devraient certainement être dans le coin pendant ce takeover, les deux. Et puis bah, Pete Dunne, il a quand même eu un règne extrêmement marquant en tant que champion de NXT UK. Finn Balor, est-ce qu'il a besoin de garder le titre comme ça indéfiniment? J'en suis pas certain. Peut-être qu'en plus, il a peut-être des velléités de retourner dans le main roster à un moment ou un autre, le Finn Balor. Bah oui. Donc ça serait peut-être pas forcément un mauvais moment, en plus, quelques mois avant WrestleMania, de faire perdre le titre à Finn Balor. Ou alors, ouais, ou alors, effectivement, en plus, c'est vrai qu'il y a cette interrogation de est-ce qu'il y aura un takeover avant WrestleMania aussi. Ouais, allez, vas-y comme toi, je vais balancer du Pete Dunne aussi en champion, là, en nouveau champion, là, voir un peu là. En plus, ça serait la bonne occasion avec Lorcan et Burch qui sont champions. Là, ça serait tout le clan qui détiendrait l'or. Ça serait pas déconnant. Donc allez, vas-y, je vais mettre une pièce aussi sur le Pete Dunne. Et Très ben bien. voilà, on est au bout du bout, les amis. Voilà, la review de SmackDown, les pronos de TakeOver Vengeance Day. On est complet. Donc, si vous voulez nous retrouver et pour entendre cette fabuleuse review, ainsi que la review de Raw, qui est bien évidemment en ligne depuis un bon moment, vous pouvez la retrouver sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Comme d'habitude, sur YouTube. Comme d'habitude, mettez des commentaires. Comme d'habitude, actionnez la cloche. Comme d'habitude, abonnez-vous. Et puis, bah, vous pouvez nous retrouver sur la communauté Catch-Up, sur le Discord. Tous les liens sont dans la description.
Sans oublier toutes les bonnes plateformes de podcast Aosha, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Et voilà, et j'ai fait tout le tour. Ah non, j'ai pas fait tout le tour, puisqu'il nous reste évidemment nos traditionnels réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, Facebook et Instagram. Mon papy, je te remercie beaucoup de cette magnifique review du monde merveilleux du show bleu. Mais oui, un show bleu complété par une pointe de NXT, ça nous fait une bonne petite recette pour attaquer le week-end. Exactement. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles, mon peuple de catch-up, qu'on va vous laisser. On vous souhaite un bon takeover dimanche soir. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch-up. Gaffe à ton trou. Ah oui, oui. Ça ferait vraiment mal au cul de voir, comment elle s'appelle? Tegan Nox gagner quand même, hein. Ouais, Tegan Nox, elle est pas en chaise roulante maintenant?